Voici l'épisode 8 du parcours de formation CCNA Fast. C'est toujours en partenariat avec l'organisme Formip que je mets à disposition ce cours gratuitement sur le programme CCNA qui permet de devenir un administrateur réseau et réussir la certification Cisco CCNA. Le centre de formation Formip propose des parcours IT certifiants pour réussir du premier coup l'examen officiel, ce qui est un bon tremplin pour valider ses compétences dans le monde du travail. Dans ce cours, on va voir ce qui se passe dans le réseau quand vous regardez une vidéo sur YouTube. Nous allons donc nous concentrer sur les couches supérieures du modèle OSI, qui sont application, présentation, session et transport. Dans le cours précédent, on avait Jesse Pickman qui a décidé de se former sur le réseau pour arrêter son boulot de chimiste. C'est donc une reconversion professionnelle. On a vu en détail le trafic internet quand Jesse a commencé à dialoguer avec le serveur web Formip. C'est-à-dire que ça demande à traverser tout un tas d'équipements réseau pour s'inscrire au parcours de formation CCNA. L'ordinateur de Jesse a donc pris sa demande d'inscription et l'a encapsulée dans des couches réseau, passant de segments à paquets puis à trame. C'est ce qu'on appelle le processus d'encapsulation. Ensuite, ces données sont parties sur la couche physique par des impulsions électriques passant par Internet et une multitude de routeurs pour enfin arriver jusqu'au serveur web. Et là, le processus est inversé, ça passe de trame à paquet puis à segment, c'est ce qu'on appelle la décapsulation. Alors jusqu'à maintenant, on ne s'était concentré que sur les couches liaison de données, réseau et physique. On n'a pas passé beaucoup de temps sur les sous-couches session et présentation de la couche application et sur la couche transport. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans ce cours. Jesse a consulté le détail du programme CCNA sur le site formip.com. Avant d'utiliser son compte CPF pour s'inscrire au parcours de formation, ce qui donne l'avantage d'inclure le prix de l'examen, il va d'abord regarder quelques vidéos intéressantes sur la chaîne YouTube de l'organisme de formation. Comme vous le savez, le réseau travaille avec le modèle TCP/IP sur lequel on ne voit pas les couches présentation et session, car elles sont incluses dans la couche présentation. Mais comme on utilise encore le modèle OSI pour les numéros de couches, on va les laisser, ce qui va aussi aider grandement à la compréhension. On va donc voir ce qui se passe exactement sur les couches application, présentation, session et transport au moment où Jesse va lancer son navigateur web pour visionner une vidéo sur YouTube. La couche application, c'est une sorte d'interface qui va aider un des programmes stockés sur l'ordinateur qui aurait besoin de réseau, comme par exemple un navigateur web ou un jeu vidéo sur lequel vous jouez en ligne. On peut voir la couche application comme une sorte de passerelle pour les couches présentation et session. Le PC de Jesse va donc préparer le message à envoyer sur YouTube. En fait, il va faire savoir à YouTube qu'il veut regarder une vidéo. Sa demande va descendre jusqu'à la couche présentation. Le rôle de la couche présentation est en quelque sorte de rendre sa demande présentable pour YouTube. Et pour que des données soient présentables, elles doivent être dans le bon format et avoir le bon chiffrement. Quand on parle de format, on pense tout de suite au format de fichier. Par exemple, si vous tentez d'ouvrir un fichier au format PDF sur votre ordinateur, eh bien le fichier s'ouvrira avec une application pouvant lire ce format. Ça peut être le logiciel Adobe Reader ou bien directement le navigateur web. Ici dans l'exemple, comme le PC de Jesse demande à accéder à YouTube, le format de la couche présentation sera du HTML. La couche présentation va donc s'assurer d'utiliser des formats de données compréhensibles entre Jesse et YouTube. Ça peut être aussi bien du HTML que du XML, du JPEG, etc. Après s'être mis d'accord sur le format de données, la couche présentation va s'assurer de chiffrer les données pour éviter qu'une personne mal intentionnée ne puisse voir ce que vous faites. Imaginez Walter apprendre que Jesse souhaite changer de boulot. Tu restes là, parce que si tu t'en vas, tu n'auras rien. Est-ce que tu m'entends? Rien du tout! Un protocole assez commun que vous avez sans doute déjà vu ou bien entendu parler, c'est le protocole SSL, qui se traduit en français par couche de socket sécurisée. Donc tout ça, on va dire que c'est de l'habillage pour pouvoir circuler tranquillement sur le réseau sans avoir de problème. Passons maintenant à la couche session qui permet d'ouvrir un canal de communication entre le navigateur web de Jesse et le serveur web. C'est la couche qui s'assure que les données sont bien authentifiées et que la conversation est bien fluide.
Comme il se passe énormément de choses dans les couches en dessous, la couche session permet de maintenir la communication ouverte. On peut le voir comme une sorte de tunnel. Comme exemple, on a le protocole L2TP qu'on retrouve souvent avec les connexions en VPN, ou bien le RTCP qui permet de lancer des appels téléphoniques. Et voilà pour les deux sous-couches faisant partie de la couche application du modèle TCP/IP. Une fois que la couche application a bien mis les données au bon format, ajouté un chiffrement et ouvert une session de communication, il ne reste plus qu'à envoyer les données sur le réseau. Et ça, c'est le rôle de la couche transport. C'est ce qui intéresse d'ailleurs surtout les ingénieurs réseau, parce qu'on va dire que la couche application est plutôt réservée pour les programmeurs. La couche transport, c'est celle qui va se charger de transporter les données d'un point A vers un point B. On peut le voir comme l'envoi d'un colis. C'est-à-dire qu'au niveau de la couche application, on va préparer tout ce qu'on peut envoyer pour l'ajouter dans une boîte. Après l'avoir bien emballé et ajouté les étiquettes, il reste plus qu'à choisir un transporteur. Par exemple DHL, FedEx, ou même pourquoi pas Colissimo de la Poste. Eh bien dans la couche transport, c'est pareil, sauf que pour le transport, on utilise deux protocoles qui sont soit TCP ou bien UDP. Alors il y en a d'autres, mais ce sont les plus utilisés. À ce stade, la couche application, c'est-à-dire le navigateur web, doit prendre une décision. Soit il veut que les données arrivent très rapidement, ou alors plutôt en toute sécurité, c'est-à-dire s'assurer que les données arrivent d'un bout à l'autre. Si on choisit la rapidité, ce sera le protocole UDP. Et si on veut de la fiabilité, eh bien ce sera TCP. Si TCP est aussi fiable, c'est parce qu'il est très bavard. Par exemple, admettons que YouTube envoie un fichier HTML à Jessie contenant la page d'accueil. Eh bien, avant que YouTube m'envoie un autre fichier, il attendra de voir si Jessie a bien reçu la page d'accueil. Si Jessie ne confirme pas la bonne réception de ce fichier, YouTube le relancera et attendra de nouveau sa réponse. Dès que le PC de Jessie aura bien répondu à YouTube, alors il continuera de lui envoyer d'autres fichiers en suivant le même process. Le protocole TCP s'assure que les données sont bien reçues et si ce n'est pas le cas, eh bien il renverra de nouveau les données. Et ce qui fait que TCP est extrêmement fiable, c'est qu'avant d'échanger des données, il va commencer à créer une relation de confiance avec son interlocuteur. Pour imager, on peut dire que TCP ne donne pas son numéro à n'importe qui. Il devra avant tout apprendre à connaître son interlocuteur avant d'avoir confiance pour continuer à échanger tranquillement. On peut dire que TCP n'est pas un mec facile, enfin un protocole facile. Pour que des données puissent être échangées entre Jessie et YouTube, il doit d'abord y avoir une relation de confiance qui se fait appeler le three-way handshake. Alors pardonnez mon anglais, mais vous l'aurez deviné, je suis français. On pourrait traduire ce mot par une poignée de main à 3 échanges. Le processus de cette relation de confiance se fait donc en 3 étapes. À l'étape 1, YouTube se présentera à Jessie. C'est ce qu'on appelle un message de synchronisation, le SYN. À l'étape 2, Jessie lui répondra qu'il est ravi de le rencontrer. C'est ce qu'on appelle un message de synchro de reconnaissance, le SYN-ACK. Et à l'étape 3, YouTube répondra en retour qu'il est aussi ravi de rencontrer Jessie avec un message de reconnaissance du type ACK. Et une fois que ce processus en 3 étapes est passé, eh bien ils peuvent communiquer entre eux et même s'échanger des fichiers. TCP se traduit littéralement par protocole de contrôle de la transmission, ce qui montre bien qu'il veut contrôler la transmission, comme on vient de le voir avec cette connexion en 3 étapes. Alors que le protocole UDP est un peu le foufou de la couche transport, car lui il ne se préoccupe pas de savoir si les données ont bien été reçues. Il balance tout quoi qu'il arrive. Et c'est pour cette raison qu'il est bien plus rapide que TCP. Donc si YouTube envoie en UDP, il ne va pas chercher à faire connaissance avec Jessie, ni même à se poser la question s'il reçoit bien les données. Alors à votre avis, quand Jessie va vouloir regarder une vidéo sur YouTube, quel protocole de transport sera utilisé? TCP ou bien UDP? Si vous pensiez fort à TCP, eh bien vous avez raison. Et ceux qui pensaient à UDP ont aussi raison, parce que les deux seront utilisés. C'est ce qu'on va vérifier en utilisant le super outil Wireshark. C'est un petit logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement
qui permet de capturer les trames de son PC. Cette application est d'ailleurs très utilisée dans le dépannage réseau, mais aussi pour analyser des réseaux informatiques. C'est vraiment un outil aussi génial que Packet Tracer. Je vous encourage fortement à l'installer car ça permet de comprendre le fonctionnement des différentes couches des modèles OSI et TCP/IP. Je vais donc lancer le logiciel Wireshark sur mon PC et commencer à capturer le trafic de ma carte réseau. Aujourd'hui, je me mets dans la peau de Jesse. Comme on peut le voir, il y a pas mal de choses qui circulent. Je vais aller sur YouTube et lancer une vidéo. Maintenant, j'arrête la vidéo et retourne sur le logiciel de capture de trame. Je stoppe la capture car sinon ça n'arrêtera pas de bavarder. Mon PC adore papoter avec plein d'autres équipements réseau. On se retrouve maintenant avec presque plus de 50 000 paquets. Alors vu comme ça peut impressionner, mais ne vous inquiétez pas car à force de pratiquer l'outil, on s'y adapte très vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer un peu tous ces paquets. Si j'ouvre une invite de commande Windows et que je lance un ping youtube.com, ça me donne l'adresse IPv6 de YouTube. Je vais donc filtrer les adresses de destination de YouTube sur Wireshark pour y voir plus clair. Par exemple, ici, l'adresse en IPv6 commençant par 2A01 est celle de mon PC. Et celle en 2A00, c'est YouTube. On voit bien la demande de connexion des 3 étapes pour le protocole TCP. Mon PC dit « Bonjour YouTube, comment vas-tu ?» YouTube me répond « Ça va merci, et toi ?» Et mon PC confirme que ça roule aussi pour lui. Maintenant, je vais vous montrer aussi qu'on utilise le protocole UDP, comme quoi je ne vous ai pas menti. Si je scrolle un peu plus en bas, voire même beaucoup plus en bas, on voit qu'on passe de TCP à UDP. Et c'est toujours mon PC qui communique avec YouTube. Alors pourquoi avons-nous les deux protocoles ? Eh bien en fait, c'est que le protocole TCP est utilisé pour charger la page web de YouTube, c'est-à-dire là où il y a la page d'accueil et les vignettes YouTube. Et dès qu'on lance la vidéo, eh bien ça passe au protocole UDP. À votre avis, pourquoi c'est le protocole UDP qui est choisi pour la lecture de la vidéo ? Alors qu'on a bien vu que son rôle, c'est juste de balancer les images. Et pourquoi pas plutôt TCP, qui est, comme on l'a vu, beaucoup plus fiable. Pour comprendre, on va prendre l'exemple de ce clip vidéo. Police! Lâchez vos armes! Jack, faites pas ça! Ici, le clip est donc en entier. Maintenant, si votre connexion internet n'est pas terrible et que certains paquets sont perdus en route, le clip ressemblerait à ça. Police! Jack! Vous pouvez voir qu'on arrive quand même à comprendre la vidéo, même s'il manque quelques passages. Alors pourquoi ne pas utiliser TCP pour éviter ce problème ? Car pour rappel, TCP s'assure que les paquets de données arrivent bien à destination. Alors c'est vrai en théorie, mais dans la pratique, ça ne se passe pas forcément bien. Regardez ce que serait le clip vidéo en TCP avec des paquets manquants. Police! Lâchez vos armes! Jack, faites pas ça! Vous pouvez voir que la vidéo est assez étrange à regarder. Pour tout ce qui est des applications, regarder des vidéos ou même jouer en ligne, cela n'a pas de sens de renvoyer des paquets qui ont été perdus. Par exemple, si vous êtes un joueur en ligne de Call of Duty, ça a déjà dû vous arriver de courir avec votre personnage et soudain vous perdez la connexion internet pendant 1 seconde et vous vous retrouvez 15 mètres plus loin. That's our drop zone! Get ready! Eh bien, ça n'aurait aucun sens de se retrouver 15 mètres en arrière. Dans cet exemple de jeu en ligne, ça ne sert à rien de recevoir ce qui a été perdu. Surtout que si vous revenez trop en arrière, eh bien la partie pourrait être terminée sans que vous le sachiez. TCP est donc un super protocole, utilisé très fréquemment, mais pas pour des ressources qui demandent une interaction en temps réel, comme les jeux en ligne ou les vidéos en streaming. Dans ce cas, l'idéal est d'utiliser UDP qui est beaucoup plus rapide. Avant de terminer le cours, on va parler rapidement des numéros de port que vous avez sans doute remarqué sur les paquets capturés par l'outil Wireshark.
Par exemple ici nous avons les ports 443 et 60041. Ces numéros sont très importants pour éviter tout type de problème sur le réseau. Si on reprend notre topologie avec Jesse qui regarde une vidéo sur YouTube, on sait qu'en se connectant au serveur qui porte cette adresse IPv6, il va utiliser le protocole HTTPS. Maintenant, que se passerait-il si ce même serveur YouTube ne faisait pas que du site web? Il pourrait très bien faire aussi du FTP, qui est un protocole de transfert de fichiers, ou même du SSH et RDP, qui sont deux protocoles utilisés pour avoir accès au serveur à distance. Comment pourrions-nous nous connecter en SSH sur le même serveur, pointant sur cette même adresse IPv6, tout en regardant une vidéo? Eh bien c'est là que les numéros de port ont toute leur importance. Le port 443 est réservé pour tout le trafic HTTPS. Les ports nous permettent donc d'utiliser plusieurs services sur un même serveur. Par exemple, le port 21 est réservé pour le protocole FTP, le 22 pour du SSH, et 3389 pour du RDP. Maintenant, si vous allez sur Google et que vous tapez Common Port, vous trouverez la liste de tous les ports qui existent. Si on va sur le site Wikipédia, qui est très bien fait, on peut voir une liste interminable de numéros de port. Vous pouvez remarquer qu'on a d'ailleurs une colonne TCP et une colonne UDP. Eh bien c'est parce que certains protocoles ne peuvent être utilisés qu'en TCP ou UDP ou bien les deux. Alors nul besoin d'apprendre par cœur l'ensemble de ces ports, mais pour le CCNA, vous devrez en connaître quelques-uns qu'on verra en détail dans la formation. Maintenant, si on revient sur la capture de trame, en destination, on a le port 443. Nous savons que c'est du HTTPS, c'est-à-dire du serveur web pour accéder à YouTube. Mais à quoi correspond le port en source qui est 60041 et qui ne fait d'ailleurs pas partie de la plage connue des ports du site Wikipédia? Eh bien c'est pour que la communication puisse aller dans les deux sens. Le PC de Jesse demande à regarder une vidéo et YouTube devra lui faire parvenir les images de la vidéo à son adresse IP. Mais le PC de Jesse ne fait pas non plus qu'une chose à la fois. Peut-être qu'en même temps, il a plusieurs onglets d'ouvert pointant vers différents sites web ou vidéos YouTube. En fait, c'est comme si Jesse demandait à YouTube de lui envoyer la vidéo sur le port 60041 parce que son PC reçoit déjà beaucoup de choses venant de YouTube ou bien même d'autres applications comme par exemple Spotify pour la musique ou Discord pour sa nouvelle communauté. Le port 60041 est donc un port temporaire qui sera utilisé uniquement pour envoyer la vidéo YouTube sur le PC de Jesse. À la couche transport, mon navigateur web a donc décidé d'utiliser le protocole TCP sur le port 443. Ces infos seront regroupées dans une en-tête de couche 4. Les données vont ensuite basculer en dessous sur la couche réseau. Et que fait la couche réseau? Elle gère les IP. À ce stade, on aura les données de l'application avec une en-tête de couche 4 contenant les infos de la couche transport, c'est-à-dire le protocole TCP sur le port 443 en destination et le port 60041 en source. La couche réseau va ensuite ajouter une en-tête de couche 3 contenant les adresses IP de destination et source. Le paquet continuera de descendre pour suivre le même process qu'on a déjà vu dans les cours précédents, pour partir vers le serveur web de YouTube. Quand les données arriveront à la couche transport de l'autre bout, YouTube verra que c'est destiné au port 443, et il en déduira donc que c'est pour son serveur web. Et c'est la fin de notre cours sur le fonctionnement du modèle OSI vers YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la description de la vidéo pour me dire si vous avez réussi à reproduire la simulation chez vous à l'aide du logiciel Wireshark. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble du parcours vidéo gratuitement sur la plateforme Formip, dont le lien est dans la description. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt dans la suite du parcours de formation CCNA FAST.